Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Myriam Bat Zara, Livracha. Alors, la question des questions, on a un peu débattu déjà la semaine passée. Je vais dire que j'amènerai les chiffres, d'accord? C'est juste de l'allié en Israël. On va parler surtout du monde français. Qui, Baruch Hashem, dans l'ensemble, chaque bon juif français aimerait bien habiter en Israël, mais tous ils me disent, comme je viens de dire maintenant à Juliane, que quand ils voient que ça commence à un peu aller mal, ils prennent le premier avion pour venir en Israël. Mais tout le monde dit ça, d'accord? Il y a 500 000 juifs en France qui disent je prends le premier avion. Il doit être grand le premier avion. Ok. Commençons par le début. Il y a beaucoup de gens qui font des très grandes mitzvot, dépensent beaucoup d'argent, des beaux tefilines, un beau étrog, un beau talit, etc., des vacances de Pessah, kasher, bien comme il faut. Et oublient une mitzvah comme si, je sais pas, elle fait pas partie de la Torah, celle d'habiter la terre d'Israël. C'est pas une mitzvah qui est simplement une petite mitzvah comme une autre. C'est une des rares mitzvahs, il y en a quelques-unes comme ça dans la Torah, qui équivalent aux 613 mitzvot réunis. C'est énorme. La Gemara dit, celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il est idolâtre. Au sens profond, c'est parce que dans chaque pays, à part Israël, il y a un ange qui appartient l'ange du peuple qui habite ce pays. Et quand on fait des mitzvot, quand on prie, tout ce qu'on fait comme acte de ktusha, de sainteté, ça passe par lui, et après il envoie ça à Hachem. Mais il prend un petit impôt, ou un grand impôt, il prend un impôt, d'accord? Donc quelque part, tu nourris une autre entité qu'Hachem, idolâtrie. La Gemara dit là-bas, tout ça c'est dans le traité Ktubot page 110b, 111a, que tout celui qui habite Israël, c'est comme s'il a un Dieu. Celui qui habite l'étranger, c'est comme s'il n'a pas de Dieu. Si dans un couple, la Gemara dit ça là-bas, la page 110, et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, Even Haezer, chapitre 75. Halakha le Maaseh, Halakha, la loi. Dans un couple, on ne parle pas d'un couple déjà, ils se bagarrent, trouvent une bonne raison pour divorcer. Mais un couple qui s'entend très très bien, ils font tout comme il faut, super religieux, et madame veut monter en Israël, lui il veut pas. Il est expert comptable à Paris, il a sa paie, tout ça. En Israël, toutes les lois sont différentes. S'il vient ici, ben, il va faire la plonge dans un restaurant ou je sais pas quoi, mais elle dit Israël, 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 Israël. Elle en a ras le bol, elle dit je pars en Israël. Tu décides. Ou ça, ou divorce. Eh bien, le Shulchan Aruch dit, on divorce. Et lui paye la ktuba, il doit payer tous les frais. Parce qu'elle a raison. Expert comptable, ok, va faire la plonge en Israël. Il y a un très grand rabbin qui était venu à l'époque d'Irak. C'était un Dayan, un Talmid Chacham Atsoum, immense. Alors en Israël, il n'a rien à faire, il est devenu maçon. Il portait des pierres, tout ça. Et un jour, quelqu'un a vu comme ça, quoi, il a amené tout ça au Badat et ils l'ont mis à un juge rabbinique, une grande tête. Il est devenu maçon, d'accord, ok. Aujourd'hui, les gens, ils font leur aliyah, ils reçoivent l'argent de l'État, on les met dans un, ou bien il y a même des locaux qu'on leur donne, etc. À l'époque, j'en venais dans des tentes, dans la boue, il y avait le ticket de rationnement, et encore quand tu l'avais, etc. Et ils sont venus. On est constitué d'un pays, combien, on est 7 millions, 8 millions bientôt ici en Israël, d'accord? C'est tous Olim Hadashim. C'est très rare des gens qui sont arrivés il y a 3 générations. Il y en a qui est parti par là, c'est 2, 1, ou cette propre génération. C'est un pays d'Olim Hadashim. Et tu vas dans des conditions qui sont excellentes. Si c'est le mari qui veut venir, et elle ne veut pas, parce qu'il y a sa mère, sa tante, ses copines, etc., elle connaît personne, etc., etc., alors il donne le guet et il s'en va, et elle n'a pas un radis. On lui donne 0. Non seulement ça, messieurs, en parenthèse, c'est pas mon sujet. Herzliya et Jérusalem. Elle habite Herzliya dans une villa, 3 piscines, 4 étages, et on lui propose à Jérusalem un boui-boui. Elle dit, moi je vais à Yerushalayim. Je lui dis, ça va pas, ma piscine, mon machin, mon truc, get. Et il paye tout. Le contraire, idem. Lui veut monter, elle veut pas, elle a pas un radis. Elle reste dans sa piscine, elle aura rien du tout de plus. D'accord? Et lui, il aura son boui avec Hachem à Jérusalem. Halakha le Maaseh, Shulchan Aruch. Les gens ne se rendent pas compte de cela. Pour eux, ça va, on prend Israël, on revient. Maïmonide dit qu'on peut pas quitter Israël. Interdit. Maïmonide, c'est halakha. On peut quitter pour 3 raisons. Ou bien, parce que son rab a quitté, on veut le suivre, il n'y a pas d'autres personnes qu'on a bien à étudier, donc pour la Torah. On peut quitter pour se marier. On peut quitter pour aller sauver les Juifs des Goïms. Et le Rambam dit, et après on revient. Pas qu'on reste bloqué là-bas. Ou si c'est la famine. La famine. Et il dit,
il est Melech, qui est la grande génération, il est sorti avec ses deux fils, Rilion et Mahlon, et Dieu les a tués. Pourquoi? Parce que c'était la famine, ils ont quitté Israël, mais pour des gens de ce calibre, ils n'ont pas dû quitter Israël. Les gens ne comprennent pas ce que c'est ici, c'est le pays de Dieu. C'est écrit qu'il y a une providence, que les yeux de Dieu sont là sans cesse toute l'année, c'est-à-dire qu'il y a une providence spéciale. On est aidé, c'est porté. Alors que là-bas, Dieu nous a chassés de cette terre. C'était une punition. Tu le dis tous les jours en chemin Israël 2 fois par jour. Tu te comporteras mal, Dieu te chassera de cette terre. Alors on nous dit maintenant, il te dit, ok, c'est bon, t'as payé, t'as purgé ta panne, reviens. Non, je suis bien, je veux encore un peu rester en prison. Ça va. Alors je m'en dis, c'est dur. C'est pas si dur. C'est pas si dur. Non, mais la vie en France, la vie en Israël, alors j'en ai des chiffres ici, parce que les gens imaginent des choses complètement fausses, il y a beaucoup de clichés. Je vous dire sincèrement, la vraie raison pour laquelle le monde orthodoxe n'a pas tellement poussé les Français ou autres à monter en Israël, parce qu'à l'époque, il y avait 2 problèmes. Un problème, c'était celui de l'éducation des enfants. Alors au niveau des écoles, c'est très grave. Pourquoi? Parce que, ou tu rentrais dans le monde orthodoxe, ou dans des écoles qui faisaient d'habitude les enfants qui sortent de ces écoles-là sortent non religieux, ou très 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 light. D'accord? Maintenant, le juif français moyen ne peut absolument pas rentrer dans les écoles orthodoxes. Même le juif orthodoxe français, c'est très dur pour lui de rentrer dans le monde orthodoxe, c'est tout à fait différent. Même c'est connu. Un couple orthodoxe français, tu le vois, tu sais qu'ils sont français. La femme comme elle s'habille, c'est pas la pudeur israélienne, et pudeur. Il y a aussi un manque de pudeur israélien, mais il y a un style français comme ça, c'est différent. Et ça rentre, c'était très dur. Alors, l'option était de mettre dans des écoles qui étaient comme ça, très light. Comment je veux dire maintenant à quelqu'un, viens en Israël, et tes enfants vont partir en cacahuète, reste là-bas. T'es pas en Israël, mais au moins tes enfants, ils vont pousser comme il faut. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça a changé. Dans tous les centres, les grandes villes, telles que Netanya, Jérusalem, Ashdod, il y a des écoles adaptées pour les Français religieux qui sont de bon niveau. Et les plus light, un peu plus qu'orthodoxe israélien. T'as tout, et c'est adapté, et c'est bon. Donc ça, c'est une raison, c'est une chose qui est nouvelle, parce que c'est comme les champignons Baruch Hashem, il y en a de plus en plus en plus. Deuxième chose, la vie en Israël, elle est dure. Et les gens croient qu'ils vont venir ici, que je dois tout recommencer au début, apprendre la langue, et puis après on bosse 6 jours par semaine, et on reçoit rien du tout comme paye, là-bas il y a les allocs, machin, etc. Et puis c'est un pays pauvre, là-bas la France c'est un pays riche, etc., etc. Et ça, c'est un mensonge. Peut-être que c'était valable un temps, ça a changé. Ça a changé. Il faudrait que je dise aujourd'hui, le monde orthodoxe israélien, le grand de la génération aujourd'hui, le Rav Chaim Kanevsky, moi je lui ai écrit, on va dire comme ça, en 2008, la revue Contraste a fait, il y avait en 2008 il y avait quelques attentats, je sais plus ce qui s'est passé, donc ils ont écrit, est-ce qu'il faut dire aux Juifs de France de venir en Israël? Le Rav répond, on ne peut pas dire à tout le monde de venir comme ça en vrac, parce que chaque cas est différent. Et le type, il peut pas venir en Israël, il va venir ici, il n'y a rien à faire, il repart, on peut pas faire un truc pareil. Donc, à chaque cas, une bonne réponse. À part les Bnei Torah, les gens qui lisent la Torah, qui viennent. Parce que la qualité de Torah en Israël est tellement plus grande qu'à l'étranger, et en qualité et en quantité, que qu'ils viennent et Dieu aidera. D'accord? Une promesse du Rav que ça ira. Il y a 2-3 ans, je lui ai écrit une lettre moi-même. Anonyme, d'accord? Transmis par quelqu'un anonymement aussi. Demandant, voilà, je m'occupe un peu de la communauté française, etc. Est-ce qu'il faut dire aux Français de monter en Israël, en vrac, ou au cas par cas? Il dit en vrac. Tout le monde. Pourquoi j'ignore? Il pense que ma chère va arriver très très bientôt, et il faut que tout le monde soit là, ça sera beaucoup plus sûr ici que là-bas. Donc on a une grande génération qui dit ainsi. En attendant, la situation en France, elle commence à être de plus en plus, il y a de l'insécurité. Je ne dis pas qu'ici non plus on est en sécurité, mais on est entre nous, et c'est une mitzvah, et on voit une aide miraculeuse d'Hachem. Et ça, c'est pas normal. La dernière guerre, enfin, la dernière salve de roquettes qu'on a eue de Gaza, c'était une demi-guerre, ceux qui tiraient, puis nous, qu'on se canardait sans répondre, c'est une demi-guerre, d'accord? 520 roquettes tirées. 0 mort. 1 mort arabe, illégal en Israël. Sur qui? Sans tirer sur Bnei Brak, sur Jérusalem, les quartiers religieux, je comprends, Dieu, il protège le monde de la Torah, etc. Rav Chaim Kanevsky a promis aucune roquette tombera sur Bnei Brak. C'est une promesse du Chazon Ish déjà. Dans la guerre du Golfe, il y a un boom énorme que ça a Bnei Brak, un scud qui a explosé.
Alors sa femme vient voir Abraham et lui dit, Chaim, il y a un sculpte qui est tombé sur Bnei Brak, impossible. Mais on a entendu, c'est tout proche. Proche, mais pas dans Bnei Brak. Impossible. Il y a un dôme de lumière, impossible. À mon avis, le dôme, il est passé déjà à tout Israël. Quelles villes ont été visées? Sderot. Toutes les villes qui sont en bordure de Gaza, c'est pas des religieux, à part Netivot, d'accord, il y a un petit quartier religieux là-bas, c'est des villes non religieuses. Canardé, Ashkelon, Canardé, c'est pas des religieux Ashkelon, il n'y a presque rien là-bas, du point de vue religieux. Miraculés, tous miraculés, c'est-à-dire qu'Hachem, il aime le peuple juif. Certains que le mérite de ceux qui lisent la Torah, c'est écrit comme il y a dans ma code page 10, grâce à quoi on réussit au front, les soldats réussissent au front, grâce à ceux qui lisent la Torah à Jérusalem. Donc c'est certain qu'il y a aujourd'hui tellement de Torah que ça protège. Mais même ceux qui sont complètement non religieux, oui. Par quel mérite? Mérite de la Torah, mais mérite de la terre d'Israël. Tant terre d'Israël, on n'a jamais eu, durant 2000 ans d'exil, autant de miracles comme on voit ici quotidiennement. Sans parler des guerres d'Israël, c'est extraordinaire, mais quotidiennement. Comprenez qu'on vit maintenant, tu te balades dans la rue, c'est pas compliqué, un type il vient de là-bas, là, de nos voisins, d'accord, avec un couteau, c'est pas compliqué, personne ne le voit, il est pas filmé, rien du tout, c'est pas compliqué, je vais pas donner des mauvaises idées, on est protégé. Le chef du service de renseignement du Shabak, je crois que c'est du Shabak, d'accord, Yossi Cohen, lorsqu'il a été élu, il a dit, c'est clair que nous sommes aidés par Hachem. Il est au courant de tout ce qui se passe. On est aidé par Hachem, un type du métier qui est dans tout le monde le chef, d'accord, du service de renseignement israélien. Donc on est aidé. Pourquoi? Alors il y a le mérite de la Torah, comme je dis, mais il y a le mérite de la terre d'Israël, c'est clair. On n'a pas vu. Il y avait aussi de la Torah à l'étranger pendant 2000 ans, quoi. Il y avait à Vilna et à Varsovie, tout ça, il n'y avait pas de Torah, il y avait beaucoup de Torah. Et en France, le Balato, ça fait au Moyen-Âge. Mais il n'y a pas la terre d'Israël. On ne se rend pas compte qu'est-ce que c'est que d'être maintenant dans le palais de Dieu. Et en plus, Dieu veut mener la Géoula. Il faut savoir que il y a une hanaga, une façon d'agir d'Hachem qui prend plus en considération les péchés. Chacun pour ses péchés devra payer, c'est clair. Mais au niveau du peuple d'Israël, au bout d'un moment, Hachem veut habiller Mashiach, alors il regarde plus, comme c'est marqué. Il viendra un temps, Hachem regardera et voici les péchés de Yehuda, ils sont plus là. Pas parce qu'on a fait tchouva. Il a passé l'éponge. En tout cas, il n'a pas regardé. Il amène la Géoula de toute façon. On est maintenant dans le courant qui amène cela. Donc c'est clair. Quelqu'un qui est maintenant à Paris, Lyon, Marseille, où que ce soit, d'accord? Il a peur de venir ici. Du point de vue de la sécurité, il est en sécurité parce qu'il est avec son peuple et il est par Hachem et on le voit. C'est pas de la fiction, c'est une réalité. Miraculeuse. Alors, c'est dur? C'est pas si dur. Il faut apprendre l'hébreu. Commencez, ceux qui m'écoutent là en France, commencez maintenant. Un beau jour d'apprendre, ma chère, il va pas parler anglais, d'accord? Faut apprendre l'hébreu. En plus, quand tu viens ici, eh ben, tu te débrouilles. Alors, les gens viennent ici, ils n'apprennent pas l'hébreu, ils font un ulpan pendant 6 mois. C'est les colonies de vacances, d'accord? Ça rentre ici, ça sort par là, ils font pas leur devoir, et après, il va travailler. Il sait rien, il fait dans un call center. 80% des call centers, c'est n'importe quoi. Et au bout de 3 ans de faire de allô, il repart en France. À cause de la langue. C'est l'ABC des choses, le Aleph-Bet des choses. Apprendre la langue. Donc, je recommande à tous nos élèves ici d'aller à l'ulpan, bien suivre l'ulpan, bien apprendre l'hébreu, c'est important. Parlons chiffres. Les gens disent, oui, mais Israël, c'est la pauvreté, c'est machin. Alors là, c'est stupéfiant. C'est des clichés faux. Croissance annuelle. L'économie. En France, 1,5. En Israël, 3,4. Plus que le double. L'économie israélienne est plus que le double, plus que 2 fois meilleure que l'économie française. Taux de chômage. En France, alors les chiffres que je donne, c'est l'OCDE, l'Organisation mondiale de développement et commerce, CBS, le Central Bureau of Statistics d'Israël, et INSEE, l'Institut national des statistiques français. On ne peut pas plus officiel que cela. D'accord? Taux de chômage. En France, 9,4. En Israël, 4,2. Moins que la moitié. Et, comme quelqu'un m'a expliqué, en France, il y a un truc qui s'appelle les emplois aidés. C'est du chômage, mais on donne un petit truc à faire, allez faire une petite histoire que. Donc, le taux de chômage est bien plus haut. Ça, dans les 9,4, on n'a pas pris en considération les emplois aidés. D'accord? Donc, il y a un chômage bien plus grand en France qu'en Israël. Taux de chômage longue durée. C'est un chômage courte durée, longue durée. En France, 44%. En Israël, 11,6. Ça veut dire que même s'il y a du chômage en Israël, c'est un chômage de courte durée. Rapidement, tu as eu du travail, hop, tu as eu du chômage, c'est bon, tac, tu rentres de nouveau, tu es actif.
Alors que là où tu rentres au chômage, le SMIC, en euros, France, 1155 euros. En Israël, 1200 euros, plus grand qu'en France. Le SMIC. C'est vrai ça, je te dis, on vit dans des clichés. Les gens croient... Il a augmenté. Non, ça date de cette semaine, ça. Ça date de cette semaine. Ça n'a rien à voir, l'augmentation. Ça date de cette semaine. Le salaire médian. Le salaire moyen, je vous le dis, en France, c'est 2350, en Israël, 2536. C'est plus grand en Israël qu'en France. Le salaire moyen. Mais ça n'a rien dire le salaire moyen. Pourquoi? Parce que c'est sur toute la population. Il y en a qui sont plus, il y en a qui sont moins. Donc, ce qui veut dire, c'est le salaire médian. Salaire médian. Donc, c'est quoi le salaire médian? C'est le salaire qui est au milieu entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. En France, 1710 euros. En Israël, 1867. Plus grand en Israël. Inflation annuelle. En France, 1,9. En Israël, 1,2. Moins d'inflation. La dette nationale. En France, 97%. Et après que Macron a annulé les nouveaux impôts, là, avec les gilets jaunes, je sais pas quoi, ils vont arriver à 100 et quelques. D'accord? Il vient d'emprunter 200 milliards sur les marchés financiers. Bah voilà. En Israël, 60,9. 60%, 60,9%. La dette nationale. Beaucoup moins. Là-bas, c'est presque 100%, ici 60%. Espérance de vie, les gens disent oui, on est mal soignés en Israël. Alors, on est des top en médecine, d'accord? Espérance de vie, en France, 79 ans, 2, en Israël, 80,7. On vit plus longtemps en Israël. En plus, t'as le soleil. T'as la plage. Religieuse, va trouver une place religieuse en France. Combien de gens est-ce qu'on peut aller sur un truc mixte, on peut aller sur viens en Israël, il n'y a pas une ville où tu n'as pas une plage religieuse, ça n'existe pas. Tu as Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, Herzliya, Natania, Haïfa, Elat, Nahariya. Et la mer Morte aussi. Taux de satisfaction de l'OCDE. Donc on fait un sondage en russe, voilà, est-ce que les gens sont heureux? En France, je sais pas à quoi ça correspond, mais le chiffre est 5,9. En Israël, 8,8. T'es plus heureux en Israël. Ah, t'as des ennemis, t'as des roquettes, t'as des machins, mais t'es heureux, Baruch Hashem. Le nombre de gens déprimés qu'il y a en France, c'est phénoménal. Phénoménal. Je comprends. Maintenant, les côtés qui sont négatifs en Israël. Le coût de la vie, 104 en France, 120 en Israël. Ça coûte plus cher la vie en Israël. Mais le bonheur, ça se paye, mon cher ami. Hein? Pardon? Bon, c'est pas 104, 120, d'accord, c'est 16% de différence, un peu moins de 16%, c'est sur 120, donc 14% de différence, c'est pas énorme. Deuxième chose aussi, la semaine de travail en France, c'est 35 heures, ici, ça peut aller de 35, 36, 40, maximum 42, donc on travaille un peu plus. Toutes les boîtes, il y a des boîtes que ils sont calqués sur l'Occident, d'accord, mais on peut te demander de travailler plus. Donc, au niveau des chiffres, quelqu'un il entend ça, il prend son billet et il vient. Tout de suite, il n'y a pas de discussion. Tu es mieux au niveau du travail. Tu es mieux au niveau de la sécurité. Par rapport à Hachem, tu es dans ton pays. Le pays d'Hachem. Dans ton pays aussi au niveau de ça. Pourquoi est-ce qu'on doit s'angoisser que mes enfants vont à l'école, ils vont se faire caillasser? Pourquoi s'angoisser? Pourquoi on ne peut pas aller avec une kippa dans la rue? Ici, Shabbat, on sort dans la rue avec notre talit, on va à prière talit filim dans la rue. Et il n'y a aucune question là-dessus. Va faire ça à Paris. Mais tu te fais pas caillasser. Trucidé. On est chez nous. Combien ça vaut ça? Quelle valeur ça a? Je comprends pas ce que les gens attendent. Quoi? Le changement. Ok, faudra le faire de toute façon. Mieux vaut venir maintenant calmement avec un coup de pied aux fesses. Le coup de pied, il peut arriver. Ouais. Je vais pas vous raconter l'histoire de 39, tout le monde comprend. D'accord? Aujourd'hui, il y a une instabilité. Et quand c'est instable, à la fin, ça tombe sur les Juifs. C'est bien se réveiller. Celui qui peut venir, qui vienne. Il y a des bonnes écoles, il y a des bons cadres religieux, c'est clair. Il faut trouver les bons endroits. Il y a des organismes francophones qui aident à trouver les bonnes écoles adaptées à nos enfants. Ce sont des organismes orthodoxes, mais ils vont pas dire à chacun, va dans un truc orthodoxe. Ils trouvent ce qui est adapté à chacun dans chaque endroit. Ils connaissent les profs là-bas, les directeurs, ils sont allés sur place, ils sont très performants. Après, il y a 2 organismes de ce genre-là, prendre conseil avec eux pour trouver un endroit qui est adapté à nos enfants. Sinon, c'est vraiment très dur. Voilà, donc, venez. De toute façon, bientôt c'est la fin, il faudra venir de toute façon. Mieux venir calmement que dans la précipitation.
ou Chassajam avec un coup de pied aux fesses. Des questions maintenant, le débat. Mais en plus, Rav, il y a un truc que vous avez pas dit, c'est que genre, il y a trop un truc dans la tête des gens de dire soit on vient en Israël, c'est soit on va devenir Haredi à Bnei Brak, soit on va devenir homo à Tel Aviv. Un temps c'était vrai. J'ai dit que maintenant ça a changé. Maintenant, il y a aussi les Français eux-mêmes, d'accord, ont créé des écoles, etc., ou d'autres Israéliens pour l'Alliance de France, qui sont adaptés aux Français avec leur niveau de religion aussi. Vous-même, vous avez dit la dernière fois qu'il vaut mieux un juif en Israël non religieux, enfin peut-être un peu moins religieux, pour pas qu'il s'assimile. Un temps, on disait que non, que l'arabe, mieux vaut être en Israël, mieux vaut être à Paris, Shomer Shabbat, qu'en Israël, Mechale Shabbat. Mais, ça c'est dans le court terme. Dans le long terme, ça peut pas arriver. Ce matin, j'ai eu un groupe ici de gens d'une école religieuse à Paris. Qui parmi vous dans la famille avait un arrière-grand-père qui était non pratiquant? Tous étaient avoir un arrière-grand-père qui était pratiquant. Qui parmi vous dans la famille maintenant, tout le monde, tous les cousins, tantes, neveux, tout ça, sont mariés contre juifs, concubinage, copains, copines, c'est contre juifs. Une minorité très petite a levé la main. C'est-à-dire que dans toutes les familles, il y a des jeunes goyas. Et ça, c'est clair, il y a une déperdition terrible. Donc toi, tu es religieux, mais ton fils et ton petit-fils. Et tu comprends dans quel... J'avais un copain, il a fait son LIA aujourd'hui, d'accord, il y a 20 ans. Il me dit, qu'est-ce que je dis à mon fils? Il a 7 ans. On sort dehors dans la rue, je le tiens par la main, puis il y a un bus qui passe, puis il y a une bonne femme en pub, dénudée. Papa, pourquoi la maman, elle a enlevé ses habits? Qu'est-ce que je dis à mon fils? Mais qu'est-ce qu'il a ingurgité comme image impure dans sa vie? Un type de 18 ans en France, il a vu 100 000 images comme ça, 200 000, 1 million, je sais pas. Mais il devient taré. Taré. Ici, il y a des endroits qui sont propres, ça existe. Il y a des endroits sur Terre qui sont propres. Du coup, on peut pas aller partout. On peut pas aller partout. Quelqu'un qui veut aller dans un truc, ça sera jamais aussi grave que Paris. C'est de toute façon comme ça c'est clair. Alors, quelqu'un, il veut quand même, parce qu'il veut pas vivre sans ça, il est là où il veut, d'accord. Au moins, il est en Israël. Je dis, même dans le droit non religieux aujourd'hui, tu as un mérite. Les gens qui sont venus en Israël, ils ont un mérite. Et Dieu le voit, et je te dis, c'est un mérite qui vaut 613 mitzvot. Tu en as beaucoup de mitzvot comme ça qui valent 613 mitzvot, tu n'en as pas beaucoup. L'étude de la Torah, Tzitzit, Shabbat, that's it, à peu près. D'accord? C'est énorme! Alors, qu'est-ce que t'attends? T'entends, Mathias? Grave, voilà, c'est pas grave, voilà, nous, voilà. On rentre à Paris. Ouais, à Easter, ouais. On va parler avec nos parents. Papa, maman, j'ai envie de faire l'Alia. Très bien. Bah, j'ai ma majeur vaccinée. Bye bye. C'est pas maintenant, c'est quand? Tu commences les études en France, c'est mort. Après, va faire les équivalences, va trouver, t'as trouvé ta fiancée, vas-y, oui, ma mère, mon père, machin. Il n'y a pas de meilleur âge pour son LIA que quand on est entre 18 et 20 ans. Parce que tu es déjà, tu es libre, tu es majeur, mais tu n'es pas encore attaché. Ni aux études, ni au travail, ni à rien. Tu fais ce que tu veux. Choisis, vas-y, fonce. Et en plus, tu as la tête encore, tu peux apprendre l'hébreu. J'en ai vu des gens qui viennent à 50 ans, ils font le pas, ils apprennent l'hébreu, il n'y a rien. Parce qu'on est vieux qu'on peut pas. On peut, mais il y en a qui n'arrivent pas. Au bout d'un moment, c'est dur, hein. T'en as qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Il n'a pas dit le mot het. Barour yeshiva, d'accord. Il n'arrive pas. D'accord. Oui. Alors, comme vous avez dit, Rav, en Israël, c'est très compliqué si on ne connaît pas l'hébreu. Donc, pour les personnes plus âgées, qui nous disent que c'est impossible pour eux d'apprendre l'hébreu, qu'est-ce qu'on leur répond? Vraiment impossible? Alors, j'en dirais comme ça. D'abord, commence à apprendre l'hébreu en France. Parce que ça se peut que demain, tu n'as même pas le choix. Ça sera un coup de pied aux fesses si tu as la chance de pouvoir partir. On ne sait pas ce que on n'a pas une histoire qui est super cool pendant 2000 ans, d'accord? On a appris. Sur 2000 ans d'histoire, il faut apprendre, d'accord? Je crois qu'aucune communauté dans le monde où la communauté juive est aussi en danger qu'en France. Il y a des millions d'Arabes en Angleterre. On n'a jamais entendu que les Juifs anglais étaient en insécurité. Idem en Amérique, idem en Amérique du Sud. C'est des grandes concentrations juives. Il n'y a jamais eu de problème. En France, ça fait peur. D'accord? Donc, on ne sait pas ce qu'il y aura. Peut-être qu'ils resteront calmes, peut-être que pas. Il y a un doute. Alors, prépare-toi. Par exemple, ces trucs qu'il avait dit à l'époque, ça vaut la peine d'avoir de la liquidité. Ça veut dire, au lieu d'acheter un appartement en France, achète en Israël et loue là-bas avec l'argent d'Israël, tu payes là-bas, d'accord? La location. Tu puisses partir rapidement. Et dans le cadre de cette préparation, apprends l'hébreu. Déjà en France. Au bout de 5-10 ans d'hébreu en France, j'imagine qu'il y a un petit quelque chose qui va rentrer. D'accord? Autre question, oui. Du coup, voilà, moi, je rentre en France, je dis à mes parents que je vais faire l'Alia, et ils disent oui. Ouais. Super, tout va bien, je vais ici. Qu'est-ce que je fais? Même s'ils disent non, c'est écrit clairement, on n'écoute pas les parents. D'accord? Je dis en passant, d'accord? C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, Marie, le Mar Mottenbourg,
Les parents s'opposent, c'est pas comme à l'époque, partir en Israël, un gosse de 14-15 ans, on parle de cet âge-là, d'accord, qui demande encore l'autorisation aux parents. C'était prendre le bateau 6 mois. On voit plus jamais le gosse. Il dit, tu pars. Aujourd'hui, qu'avec Internet, machin, t'es en contact, c'est la même chose, on a la chambre à côté, tu prends l'avion, tu viens, tu pars, c'est absolument rien. Donc, même s'ils disent non, c'est oui. Mais tu dis si, oui, mais ils diront oui, alors oui. On vient ici, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas quoi faire. Et en France, tu fais quoi? Non, il n'y a pas cette barrière de la langue. Tu apprends la langue, première chose. Une fois que tu as la langue, bah tout. On perd du temps. Ok. Non, parce que si on n'a pas l'aide de nos parents, on fait quoi? Non, tu reçois une aide, l'ulpan, il est payé par l'État, tu reçois une aide pour qui te laisse vivre au moins pendant 6 mois, tu apprends l'hébreu pendant 6 mois, acharné. Tu commences maintenant déjà, pas à la lia, maintenant. Ulpan, tu apprends l'hébreu, tous les mots, 3 mots, tous les jours 3 mots. Quelqu'un qui apprend tous les jours 3 mots d'hébreu, dans 6 mois, il baragouine en hébreu. Pour parler une langue, il faut 500 mots. Tu ne parles pas excellent, mais c'est déjà un très bon vocabulaire, d'accord? 500 mots, ouais. Donc tu apprends 3 mots par jour, ça nous fait 90 par mois. En 5-6 mois, tu parles hébreu. Baruch Adonai, Amen.